Tiens Florent, je vais peut-être te proposer de mettre un petit peu de gel parce qu'avec les conditions de Covid, hop, Carrément. en plus c'est du gel chacha qui va bien. Merci. Hop. Alors c'est Florent, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, alors tu es un peu monsieur biodiversité ici, Eh ben, très bien. est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton rôle et ta fonction au niveau de cette belle région de Bretagne alors? Bah, bien sûr, ouais, donc je suis directeur de l'Agence bretonne de la biodiversité et qui est une structure qui anime en fait la communauté de la biodiversité bretonne avec un très grand nombre de partenaires, l'État et la région, et puis les chambres d'agriculture, les chasseurs, les assos environnementales, la chambre de commerce et d'industrie et tout, quoi. Donc c'est vraiment tous les partenaires bretons qui s'intéressent et qui travaillent sur la question de la nature. Alors il y a une forte implication de l'agriculture aussi au niveau de la biodiversité, j'allais dire tout le mouvement agricole, le tissu agricole local. Bah ouais, il y a une appétence, je dirais, qui est un peu automatique pour le monde agricole parce que déjà, vous savez, une porte qui est mal fermée. Hop, voilà. le monde agricole en Bretagne, ça fait partie du cœur breton, hein, c'est 32 000 exploitations. Donc beaucoup plus de monde encore que 32 000 personnes. Et puis c'est 70% de l'espace géographique. 70% de la surface qui est, Voilà, d'accord, qui est exploitée par... 70% de la Bretagne est en espace agricole. D'accord. Et il y a un historique qui est assez fort aussi, parce que c'est vrai que les agriculteurs se sont fait assez chahuter quand même dans le secteur ici par rapport aux problèmes de pollution ou d'environnement tout au moins. Ouais. Et il y a des choses qui sont mises en place concrètement, il y a des actions, c'est ça j'imagine? Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que bon, vous connaissez l'histoire, hein, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir la France. Donc on est allés tous ensemble, c'est-à-dire les agriculteurs, les pouvoirs publics, les consommateurs, on est allés tous dans le même sens. Résultat aujourd'hui, objectif atteint parce que la Bretagne est la première région de France pour le lait, pour le porc, pour la volaille à chair et pour les œufs aussi. Mais là voilà, je vais devoir monter sur le trottoir parce qu'il y a un camion qui est en vrac, je ne sais pas ce qui se passe. Alors on est bien équipé donc ça devrait aller. Ouais, ça va aller. Il doit y avoir une fuite quelque part. Donc je dirais là, l'objectif est atteint pour nourrir la France. Mais voilà, entre-temps, vous connaissez aussi un peu l'histoire, l'environnement se dégrade quand même assez vite. On a pris conscience que c'était important de respecter notre environnement et puis d'évoluer un petit peu dans nos pratiques. C'est ça, moi quand mes parents étaient gamins, il y avait 2,5 milliards d'humains et maintenant il y en a 8 milliards. Donc on se doute bien que forcément on ne vit pas pareil à 2 milliards et à 8 milliards. C'est plus la même problématique. On a réussi à nourrir à peu près tout le monde dans des conditions sanitaires et de sécurité alimentaire assez bonnes. Mais pour autant, on a un peu tapé sur l'environnement. Alors, quelles sont les relations avec les agriculteurs? Il y a beaucoup de groupes d'agriculteurs qui sont dynamiques au niveau environnement dans le secteur? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que il y a ce qu'on appelle les politiques environnementales. Alors ça, c'est le grand truc qui vient de Bruxelles et Paris, et puis ça arrive jusqu'à Rennes, et puis ça va jusqu'à Brest. Puis après, il y a la vraie vie. Il y a faire les trucs qui sont prévus et comme ça devrait être. Et nous, l'Agence bretonne de la biodiversité, avec tous les partenaires qu'on a avec nous, on est sur le concret. Donc typiquement, avec les agriculteurs là, qu'on a rencontrés, on a fait déjà plusieurs trucs. Nous, on a été créé l'année dernière. Hein, donc, c'est assez récent. Alors. On est une petite pousse, une jeune pousse. D'accord. Voilà. Et donc en septembre, déjà, on a fait une rencontre entre les agriculteurs et les gestionnaires d'espaces naturels. Donc tu dois connaître ça dans d'autres régions de France, c'est un peu pareil. Les gestionnaires d'espaces naturels, ils sont en réseau. Et en Bretagne, il y a un gros réseau de gestionnaires d'espaces naturels qu'on anime, nous. Et on a fait une journée pour croiser un peu les pratiques. Parce que forcément, les gestionnaires d'espaces naturels, ils sont en lien avec les agriculteurs au quotidien, hein, puisqu'ils sont sur des parcelles soit mitoyennes, soit communes, etc. Et donc, ils travaillent sur des enjeux souvent assez rapprochants.
En l'occurrence, ils ont pas mal parlé cette journée-là de végétation semi-naturelle qui peuvent favoriser un peu la résilience en matière d'élevage. Et puis après, ils ont exploré des pistes un peu de conventionnement possibles entre des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs et les gestionnaires d'espaces naturels. Donc ça, c'est un exemple de truc concret. Tu vois, là, c'est pas la politique environnementale, article 42, truc. Ouais. Là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, là, ici, maintenant. Ouais, et aller dans le concret, dans le réel, concret. c'est pas. Voilà. Ouais, c'est bien beau de faire des beaux discours ou de dire c'est pas bien, mais mettre en action, c'est un peu plus. Nous, c'est totalement ça. D'accord. Et alors, on a refait l'autre jour, comme ça, une visite d'un GAEC. Parce que. Ça se coud un petit peu, hein, c'est normal, hein, c'est un tracteur. C'est ça va. Et en fait, il y a en fait, deux agriculteurs là, au GAEC de Trévarne, dans le Finistère, qui ont des approches assez innovantes en termes d'agriculture. Et là, qui ont partagé avec une vingtaine de décideurs qu'on avait amenés ce jour-là, leurs pratiques depuis 20 ans. D'accord. Mais là encore, ça parlait concret, hein. Ça parlait coûts qu'ils essayent de réduire, rendement qu'ils arrivent bien à augmenter par un certain nombre de pratiques innovantes et puis un peu alternatives, et du coup marge. Et en fait, les marges, elles sont très bonnes. Donc ça, c'est un autre truc concret qu'on a fait. On a pris 20 décideurs bretons. Il y avait du monde agricole, du monde universitaire, des collectivités, des maires, etc. Et on est venu discuter, voilà, agriculture rentable, mais en adéquation avec la biodiversité, donc les haies, les talus, les insectes, etc. Ouais, et parfois ce qui est pas compris, c'est que on dit les agriculteurs épandent, jettent, mettent, déversent, hein, c'est souvent les termes qu'on utilise pour les pesticides, les engrais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, économiquement, moins on en met, et j'allais dire meilleure est leur efficience, mieux on se porte. Et donc, ce qui est valable pour l'environnement, elle est valable aussi pour nous, notre économie. Et c'est vrai qu'il faut arriver, certes, à mettre en phase et faire évoluer parfois encore certaines pratiques. Mais lorsqu'on fait des essais concrets, des mises en application, c'est là où on peut prouver le résultat aussi. Et on a toujours des pionniers dans la question et on en a d'autres qui vont suivre après par la suite parce qu'ils se sont rendus compte que pour finir, l'écologie bien réfléchie, c'est forcément aussi des économies pour l'exploitant, quoi. Absolument, donc à la fin, c'est vrai que les choses se rejoignent entre l'intérêt économique et puis les vertus écologiques. Et d'ailleurs, on ne le sait pas toujours, mais la technologie peut aider à ça aussi. Ouais, alors ça c'est souvent ce qui est controversé. On m'a posé la question tout à l'heure sur France 3. On me disait oui, mais la technologie, à quoi elle sert pour les agriculteurs? Est-ce que c'est pas endetter les agriculteurs? Est-ce que c'est pas leur ajouter quelque chose? Et c'est vrai que la réponse elle est quand même claire. On a besoin de technologie, on a besoin de faire avancer nos pratiques là-dessus. Et je pense que vous vous en rendez compte régulièrement, quoi. Ouais, et puis alors on a en Bretagne par exemple 2 startups qui travaillent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si on prend Dilepix par exemple, Dilepix, donc il travaille sur l'IA et l'analyse d'images pour une meilleure efficacité des machines, une meilleure surveillance des élevages, la détection aussi sur les cultures. Donc c'est vrai que c'est de la technologie, donc il y a des composants, il y a des coûts, etc. Mais à la fin, si ça permet aussi de dépenser moins sur certains produits, j'ai envie de dire tout le monde est content. Forcément bénéfique. Et il y a une autre start-up comme ça. Alors c'est marrant, c'est aussi lié à l'analyse d'images. C'est Wipsy qui travaillait qui travaille dans le domaine maritime, mais qui s'est mis aussi à l'agriculture en travaillant avec le CTIFL. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. C'est le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Ouais. Et en fait, ils font des expérimentations où ils mettent des pièges à photos entre les parcelles agricoles, entre les parcelles cultivées, pour faire un audit un peu, un diagnostic de ce qu'il y a comme vivant, espèces d'insectes, etc. Et pouvoir après fournir à des agriculteurs des données factuelles, concrètes, sur la présence de biodiversité et qui peut être utile aux cultures. C'est le fameux truc qu'on appelle les auxiliaires agricoles, on appelle ça comme ça. Donc ça, c'est le côté technologique. Mais quelquefois, la technologie, ça peut servir
et l'économie de l'exploitant agricole et la cause environnementale. Ouais. Et quand c'est comme ça, j'ai envie de dire c'est super. Ah non, mais c'est vrai on peut y retrouver tout notre bénéfice. Alors, j'ai l'équipe du co-farming qui a préparé quelques questions. Est-ce que tu veux bien t'y soumettre, les lire à haute voix pour que tout le monde les entende? Alors, elles sont de temps en temps un petit peu décalées, mais ça nous permettra de rebondir sur certains sujets. Allez, je te laisse faire. De toute façon, là, on va rebondir, hein, vu le terrain. Il n'y a pas de problème, les routes ne sont pas nickel. On prend des routes annexes, donc forcément, ça joue. Alors, c'est parti pour le quiz. Allez, c'est parti. Alors, on parle beaucoup de la séquestration carbone aujourd'hui. Pour vous, ça représente quoi? Et alors, il y a 3 réponses. Ouais. Donc, c'est moi qui vais répondre, c'est ça? Ah bah ouais, je pourrais donner mon avis aussi, hein, pourquoi pas. Ça m'intéresse. Donc, séquestration carbone, est-ce que c'est 1. Le nouveau pétrole de l'agriculture. 2. Le nouveau buzzword des bonnets rouges. On est en Bretagne. Forcément. Ou une taxe sur le paix des vaches. Taxe sur le paix des vaches. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Alors le truc, c'est que moi, séquestration carbone, ça me fait penser aux zones humides, mais c'est pas dans les réponses. Ah d'accord. Alors j'imagine que dans les réponses... Mais on peut en rajouter une, pourquoi pas, donc la tienne. Moi c'est vrai que vu d'où je suis, séquestration carbone, c'est automatique, ça me fait penser zone humide. Alors pourquoi zone humide? Parce que les zones humides sont des lieux qui absorbent le carbone. Et ça me fait penser aux éleveurs. Et pourquoi? Parce que tu connais l'histoire. Les mares. Ouais. Les mares, avant, tout le monde en avait. Pour que le bétail se rafraîchisse. Alors depuis, c'est moins facile d'utiliser les mares pour le bétail. Sauf que justement, les mares sont des lieux intéressants pour les espèces vivantes. Et pour l'absorption de carbone. Pour la biodiversité. Voilà. Et donc c'est pour ça que les mares, on essaye aujourd'hui de les réhabiliter et d'encourager, même financièrement, des agriculteurs pour les entretenir. Parce que moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, une mare qui n'est pas entretenue, elle s'assèche. Ouais. Moi je pensais que c'était un peu naturel, mais non, une mare ça s'entretient. Donc voilà, on parle de séquestration carbone, ça me fait penser à ça. Ok, alors moi si je te donne mon avis sur la séquestration carbone, c'est vrai qu'il y a cet aspect avec l'eau, mais il y a aussi avec les cultures. Alors c'est vrai qu'on développe par exemple l'agriculture de conservation des sols, de plus en plus de couverts végétaux. On en voit parfois sur le côté, on voit qu'il y a des couverts qui ont été installés et qui ne sont pas encore détruits. Et c'est vrai que tout ce carbone qui a été capté, même pendant la période d'hiver, c'est vrai que certes en hiver ça pousse moins, mais ça continue à pousser un petit peu. Et si on arrive donc d'éviter d'avoir des sols qui sont nus pendant une période, alors ça ne s'applique pas dans tous les types de sols, mais c'est vrai que quand on a un sol couvert, après on va aller enfouir la matière végétale qui va avoir capté du carbone de par la photosynthèse, on va pouvoir le mettre dans le sol, augmenter le niveau de matière organique, augmenter la fertilité des sols, donc pour nous ce serait un gain, et puis aussi capter en même temps le carbone de l'air. Alors moi j'ai écrit un bouquin donc dans les bottes de ceux qui nous nourrissent et j'ai fait analyse un petit peu et il y a un mouvement qui s'est mis en place qui s'appelle 4 pour 1000 qui dit que si sur tous les terres du monde on appliquait un peu plus d'agriculture de conservation et qu'on captait le carbone, on pourrait réduire de 80% les dégagements de gaz à effet de serre, entre autres au niveau du gaz carbonique qui est l'un des plus importants. Là j'en ai un qui est en train d'essayer de me doubler, je vais me serrer un petit peu, voilà, pour faire la politesse. Et c'est aussi donc un intérêt, alors c'est là où on recoupe un intérêt pour l'agriculteur, parce que lui il va séquestrer du carbone, le mettre, enrichir son sol, et puis capter aussi le gaz carbonique de l'air qui vient nous causer des problèmes et des remontées climatiques, quoi. Donc si on arrive à réguler les deux, eh ben, on aura quelque chose d'intéressant. Mais pour ça, il y a aussi un coût financier, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de structures qui commencent à proposer d'avoir un financement pour le carbone qu'on aura capté. Alors il faut mettre en place toute une démarche, mais ça, c'est vrai que ça peut être demain par rapport à une grande société qui pollue, de lui dire tiens, on va te vendre entre guillemets notre droit à décarboner ta structure, et nous on va récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir financer les semences d'engrais verts, les haies éventuellement, pourquoi pas, ou tout ce qui pourra favoriser j'allais dire la partie carbone, quoi. D'accord. Voilà, nous moi je viens de souscrire à un système qui s'appelle Sol Capital, alors qui est mis en place en Belgique et qui descend en France, mais il y a d'autres structures qui commencent à les mettre en place, où ça peut me permettre de gagner entre 2000 et 5000 euros sur l'exploitation. C'est pas un truc énorme, mais c'est quand même un complément qui est intéressant, qui peut me financer
des nouvelles pratiques ou des mises en place. Voilà, et quelque part, là, j'aurais l'impression aussi d'être rétribué pour ce que je fais pour l'environnement et non pas toujours d'être accusé. Là, c'est la clé. Hein. C'est la clé. Non, et puis, comme on disait tout à l'heure, on a accompagné pour le volume. Maintenant, il faut accompagner pour la qualité. Exactement. Il n'y a pas de mystère. Hein. Et puis pour le bien commun, comme on nous le demande, c'est le bien commun, mais en même temps, si c'est un droit pour tout le monde, c'est aussi un devoir de nous aider, nous, à mettre en place ça, quoi. C'est ça. On n'est pas que redevable. Alors là, tu as dû entendre parler du plan de relance. Oui. J'ai vu qu'il y avait un peu plus d'1 milliard sur la partie agricole. Ouais. Et sachant qu'il y a de toute façon un tiers du plan de relance, donc c'est-à-dire 30 milliards, sur la transition écologique. Oui. La transition écologique. Alors c'est vrai que c'est dans plein de domaines, mais c'est une façon de dire que dans les mois qui viennent, il y a plutôt plus de financement pour des initiatives comme ça qu'il y en avait avant et qu'il y en aura plus tard. Parce que le plan de relance, c'est quand même pas tous les matins. Et les agriculteurs ont souscrit assez massivement, et dans certains secteurs, les enveloppes, dans certains sujets, les enveloppes sont parties très vite parce que c'est vrai que les agriculteurs sont proactifs là-dessus, et donc s'ils peuvent avoir un petit coup de main de temps en temps pour mettre en place des nouvelles choses, ça peut aider. C'est vrai que ça, c'est toujours des accompagnements intéressants. Bon, on passe à une deuxième question. Eh ben, allez. Alors, 2. Quel est le principal enjeu de biodiversité en Bretagne? Alors ça me parle. Alors, c'est parti. Première option, il y a plus de plastique que de poissons dans l'océan. Deuxième, on compte les phoques et les pingouins bretons sur les doigts d'une main. Et 3, on manque de Montbéliarde dans les troupeaux de Primolstein. Alors, quelle serait la première orientation? Alors le plastique dans les océans, il vient surtout des rivières. Alors c'est intéressant. Parce que c'est vrai que vu, je dirais, du grand public, le plastique qu'il y a dans l'océan, on le met dans l'océan, mais en fait, il vient du continent en réalité. Donc, la pollution, elle vient du continent, elle vient pas de la mer quelque part de toute façon. Absolument. Ou tout au moins des habitants. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'elle vient des rivières, donc elle peut venir de très loin dans les territoires. Donc bien sûr, le plastique dans les rivières est un enjeu ici comme ailleurs. Après, l'enjeu, c'est surtout l'eau. Hein. Ouais. Parce que l'eau, j'allais dire l'eau c'est la vie. Bon. Voilà, l'eau c'est le paramètre numéro 1 quand on s'intéresse à la biodiversité. Et ça, comme tu le sais, bon, c'est un sujet qui est adressé depuis longtemps en Bretagne. Alors, il y a eu beaucoup de chemin de fait, mais ça reste un peu compliqué, pas endroit. Dans l'ouest breton, à la pointe là-bas, dans le Finistère, où tu vas aller, on a les 3/4 des masses d'eau qui sont en bon état par rapport à la réglementation. Mais par contre, là où on est aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, on n'a que 3% des masses d'eau qui sont en bon état écologique. D'accord. Sont en réglementation. Et ça, c'est notamment lié à un double truc. C'est il y a beaucoup de monde en Ille-et-Vilaine, parce qu'il y a l'agglomération rennaise, d'accord, donc qui fait 400 000 habitants, donc forcément il y a un impact. Et 2, il pleut moins ici que sur la pointe bretonne. Donc ça dilue moins. Et voilà. Alors donc c'est pour dire qu'en Bretagne, plus de densité, moins de pluie, forcément, crée une concentration plus forte. Et donc d'est en ouest de la Bretagne, on n'a pas la même qualité d'eau. On n'a pas les mêmes problématiques. Par contre, évidemment, on a beaucoup progressé depuis quelques décennies, mais bon, on revient de loin, donc on continue d'être à la tâche. D'accord, il y a encore un beau travail autour de l'eau qui est un bien essentiel et capital pour l'évolution des choses et puis pour notre survie, quoi. On a intérêt à y faire attention, quoi. Alors, on en parle beaucoup, hein, c'est vrai, de l'eau de plus en plus. Hein. Ouais. Par son coût, sa rareté. Et j'imagine que dans ton domaine aussi, c'est un sujet qui revient souvent. Nous, oui, l'eau, alors au niveau de sa qualité, nous c'est pareil. Moi, dans mon secteur, on a une forte densité de population. On a des terres hyper filtrantes, donc qui laissent passer l'eau à toute vitesse vu que c'est de la craie. Donc forcément, on a les taux de nitrate qui sont parfois plus élevés.
On a un bassin de population énorme aussi. Moi, je suis vraiment dans le bassin minier. Donc, il y a ces mêmes problèmes de concentration. L'agriculture fait partie aussi, j'allais dire, des acteurs de la pollution, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions et on voit que de temps en temps, on arrive à maîtriser. Puis après, il y a un deuxième point au niveau de l'eau, c'est tout simplement son usage aussi en tant qu'irrigation. Et c'est vrai que les pluies, alors on en a eu pas mal cet hiver, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça a permis quand même de remonter les nappes. Même si nous on en a bavé un petit peu avec les poireaux à l'arrachage à cause de ça. Ouais. Mais bon, au moins on a un petit peu plus de ressources et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on fait de plus en plus attention avec les restrictions et puis ces sujets-là. Non, c'est vrai que l'eau est quelque chose de capital dans notre fonctionnement et dans la vie globalement. Et puis c'est là que le public, de façon très large, on doit aussi l'accompagner. Ouais. Dans la compréhension de l'eau dans l'agriculture et de leur rôle à eux, consommateurs, dans tout ça. Puisque finalement, en bout de chaîne, c'est quand même le consommateur qui consomme. Donc s'il n'est pas au courant des difficultés qu'il y a en amont, ça va pas non plus évoluer. Donc donc c'est vraiment the sujet, l'eau. Ouais, d'accord. Bon, allez, on passe à la troisième question. Alors oui, c'est la dernière d'ailleurs. Alors, entre le numérique et les abeilles, sur quel pied votre cœur balance? 1. Ras-le-bol des geeks. 2. Pas de problème politique avec les abeilles. Et 3. Je rêve de ruches connectées la nuit. Ah. Alors, c'est moi qui commence alors. Allez, oui, vas-y. T'es l'invité, t'es L'invité du tracteur. l'invité de l'interview tracteur. L'invité de l'interview tracteur, les abeilles et le numérique, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser là encore à l'accompagnement du public parce que il y a beaucoup de clichés sur les abeilles. Ce qui intéresse un grand nombre de gens, en fait, c'est pas juste les abeilles, c'est le miel parce que c'est bon. Ouais. Au petit-déj. Mais après, c'est vrai que les abeilles, il y a des dizaines et des dizaines d'espèces d'abeilles. Et quelquefois, en voulant favoriser le développement de certaines abeilles, en voulant bien faire, en fait, on déséquilibre des populations d'autres abeilles. Donc là, si tu veux, pour moi, c'est un peu le même combat pour l'agriculture et pour la biodiversité. C'est que c'est assez complexe. Et donc il faut expliquer aux gens, il faut expliquer, réexpliquer, recommencer, répéter pour que la transition, comme on dit, les transitions se fassent tout le monde ensemble, à tous les niveaux. Ouais, il y a cette histoire de compréhension du grand public par rapport à nos actions, aux insecticides. Là, nous, avec les problèmes de néonicotinoïdes dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore, quelque part, on veut nous interdire de les utiliser. C'est une chose, mais la problématique, c'est que derrière, ce qui n'est pas compris par tout le monde, c'est que si on veut pouvoir, j'allais dire, se passer de ce type de produit, on va devoir faire d'autres interventions pour ne pas bousiller la filière sucre en France, parce que on en est à ce niveau-là de problématique. Et c'est vrai que ce sujet-là est souvent assez mal compris. Et il y a une autre chose qui est intéressante à comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus aussi d'agriculteurs qui s'intéressent justement aux abeilles, parce que c'est un pollinisateur. Si on prend la culture de colza, on a intérêt à maintenir un maximum d'abeilles. Sinon, le colza sera plus, aura moins de fleurs. Donc ça, c'est un peu l'intérêt. Et lorsqu'on parle des ruches connectées, moi, il y a un sujet qui m'a interpellé et que j'ai appris il n'y a pas longtemps, justement chez un agriculteur, où il avait mis donc justement une espèce de pesée sous sa ruche pour voir les actions, parce qu'avec le poids, il savait quand est-ce que les abeilles sortaient de sa ruche, parce que ça allégeait un petit peu la ruche, quand est-ce qu'elles rentraient, et puis arriver à analyser aussi à quelle période elles avaient le mieux rempli la ruche avec le miel, et donc de vérifier par rapport à la floraison aussi de certaines plantes et de dire tiens, à cette période-là, il n'y a pas eu d'évolution, au contraire, ils ont pompé dans les réserves,
c'est qu'il y a eu un manque. Il faut peut-être essayer d'installer des plantes mellifères entre deux sur des jachères par exemple, des jachères mellifères, pour pouvoir favoriser ça. Parce que c'est vrai que la plus grosse problématique, enfin les deux plus grosses problématiques d'absence d'abeilles, j'allais dire, on dit souvent que ce sont les pesticides, mais si elles n'ont pas de plantes à aller butiner parce qu'il n'y a pas assez de diversité, c'est embêtant. Bien sûr. Ouais. Et puis après, deuxièmement, le varroa, qui a un autre problème j'allais dire au niveau sanitaire, et que parfois on va dire des personnes qui sont amateurs dans ce sujet-là n'arrivent pas à maîtriser, puis après on dit j'ai pas réussi à m'en sortir, mais en réalité problème de varroa plus problème d'alimentation, les abeilles elles résistent pas quoi. Et c'est vrai que ça, les serres connectées, plutôt les ruches connectées, ça peut être un moyen aussi, j'ai pu le voir dans la plaine de Versailles, de prendre conscience qu'à un moment donné il manque des plantes mellifères et de dire allez, ce coin-là, je vais l'implanter en plante mellifère, ou alors je vais choisir une plante mellifère à un autre moment qui va permettre de nourrir tout simplement mes abeilles à un bon moment. Et comme ça, elles seront actives aussi lorsque j'en aurai besoin pour mes plantes et mes cultures en place, quoi. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui est assez intéressant aussi, quoi. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui prennent conscience justement de cette problématique abeille en utilisant parfois des insecticides parce que parfois c'est nécessaire, mais en les maîtrisant bien, par exemple en les faisant arriver au coucher du soleil ou un peu plus tard. Comme ça, le soir, c'est appliqué quand les abeilles sont parties. Et ensuite, le lendemain matin, le produit, j'allais dire, c'est dissous ou a été absorbé par la plante. Et donc l'abeille a beaucoup moins de conséquences, il y a moins de risques pour les abeilles à ce niveau-là, quoi. Alors tu sais que à ce sujet-là, en Bretagne, on s'est aperçu que, comme probablement d'autres régions en France, il y avait pas mal d'acteurs qui avaient des outils, des choses pour aider et pour accompagner le monde agricole sur ces sujets-là. Si on prend le cas ici en Bretagne, donc il y a la coopération agricole Ouest qui a fait un super boulot. C'est un outil de diagnostic, d'autodiagnostic biodiversité pour les agriculteurs, pour aider ses adhérents. Et donc ça accompagne les agriculteurs qui sont motivés sur le sujet pour mieux appréhender ce qui se passe sur leur exploitation. Et puis ça leur donne des pistes pour essayer de faire évoluer leurs pratiques selon les contraintes qu'ils ont, les envies qu'ils ont, etc. Ça, c'est la coopération agricole Ouest. Mais bien sûr, dans les chambres d'agriculture, ils ont aussi des outils pour aider les exploitants sur ce sujet, d'accompagnement sur la question de la nature. La LPO, que tu connais peut-être. Tu connais la LPO sur les oiseaux au départ. Ils ont aussi un dispositif pour les agriculteurs qui s'appelle des terres et des ailes. Et c'est pareil, là c'est un système, si tu veux, de recensement et de mise en valeur des initiatives d'agriculteurs en faveur de la biodiversité. Et donc quand on s'est aperçu qu'il y avait tout ça, on s'est dit, à l'Agence bretonne de la biodiversité, il faut qu'on mette tout le monde autour d'une table et qu'on fasse une grosse caisse à outils pour accompagner les agriculteurs. Essayer d'arriver à faire savoir toutes les initiatives qui existent, j'imagine, et mettre en contact ceux qui seraient intéressés pour avoir plus de conseils, d'informations, découvrir, parce qu'on n'est pas, on n'est pas des nantis là-dessus, on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas toujours ce qui se passe, d'arriver à faire de liens et la connexion. Alors tu as raison, c'est ces deux étapes-là. Premier truc, c'est donner un point d'entrée unique sur la caisse à outils, c'est-à-dire un agriculteur qui dit c'est vrai que moi je trouve ça bien quand même, je voudrais voir si je peux pas faire quelque chose. On lui donne un point d'entrée sur tous les outils qu'il y a en Bretagne. Il y a des jolies voitures qui se promènent ici. Sympa, c'est rétro. C'est rétro, Et deuxième truc, c'est comme tu dis, c'est la mise en relation. Et là-dessus, à l'Agence bretonne de la biodiversité avec les partenaires que j'ai cités là, Chambre d'agriculture, LPO, etc., coopérative, on va développer aussi une plateforme de mise en relation pour accompagner les agriculteurs là-dessus. Et c'est un travail qui commence en juin. D'accord. En juin 2021 là.
Première réunion en juin et en quelques mois, on va pouvoir délivrer la version bêta. D'accord. Ah bah, Donc encore une fois, c'est le concret, hein, je te disais. L'agence bretonne de la biodiversité, c'est la politique, mais les pieds dans les bottes. en application. Donc voilà, tu vois, c'est des choses très concrètes là qui sont en train de s'articuler avec les acteurs bretons. D'accord. Eh ben, c'est des choses intéressantes et je pense qu'on va essayer de les suivre aussi, nous, dans notre petit périple. Alors, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as encore d'autres choses à faire. Puis moi, je continue à tracer ma route. Bah ouais, Donc, allons-y comme ça. je vais te redéposer. Et puis, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Montrer aussi que, bah voilà, biodiversité, agriculture, bah, il fallait essayer de matcher les choses pour qu'on fasse progresser ensemble. J'allais dire parce que la planète en a besoin et parce qu'il faut faire attention. On n'est pas responsable de tous les problèmes, mais par contre, on peut en régler certains aussi et proposer des solutions. Donc, je pense que cette connexion, elle peut être intéressante, quoi. Complètement. Ben, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Bah, de rien.